La dernière table ronde, elle est bien évidemment aussi méga intéressante comme les 3 autres. Elle va parler de confort d'été. La journée s'y prête bien en construction bois. Alors, j'invite David Lebanier, qui est responsable d'activité R&D et associé chez Pouget Consultants, qui a fait cette étude et vu qu'il n'a pas pu se déplacer, il va nous faire part à travers de Teams. Bonjour, monsieur Lebanier. Donc bonjour tout le monde, je suis désolé de ne pas pouvoir être présent en présentiel. Donc je vais vous présenter une étude qu'on a faite pour un peu évaluer la sensibilité des bâtiments en construction bois sur le quartier Citadelle et des préconisations de solutions techniques à déployer pour garantir le confort à long terme, le confort d'été. Donc on a pris un bâtiment type qu'on avait en stock, un bâtiment de 32 logements avec une morphologie et une ventilation des typologies de logements plutôt représentative, une surface vitrée pas excessive, on a 18% de la surface habitable. On l'a étudié avec un niveau d'isolation, on va dire, conventionnel, celui exigé par la RE 2020. Et on a étudié 2 modes constructifs, un mode constructif qui fait appel à une structure interne en béton et juste une façade bois, et un mode constructif où on est en 100% structure bois. Pour faire cette étude, il a fallu définir dans quel climat on modélisait le bâtiment, et on a fait le choix d'utiliser, il y a 1000 hypothèses qui auraient pu être prises. Ça pourrait faire l'objet d'une table ronde en soi, le choix des conditions dans lesquelles on fait la modélisation. On a choisi de se projeter en 2050 avec un climat moyen de l'année 2050. Et on a choisi de considérer un scénario, on va dire, tendanciel en termes d'émissions carbone, donc un scénario un peu triste, mais qui se rapproche, qui n'est pas très loin du scénario que l'administration française a choisi d'adapter, d'utiliser dans sa trajectoire de réchauffement de référence, la TRAC, un scénario à plus 4 degrés en 2100. Comme je le dis, on aurait pu se projeter non pas dans un climat moyen, mais un climat caniculaire de 2050. On aurait eu un peu plus peur, ou peut-être dans une trajectoire un peu plus optimiste. Voilà, le débat est large et encore ouvert au sein de la profession. Et donc, on a testé différentes solutions d'amélioration. Et donc, la première ligne, c'est la première solution, c'est l'isolant qui était en laine de verre dans l'état initial, on le remplace par de la laine de bois, qui est réputée performante en termes de confort d'été, chose que j'ai moi-même dit pendant des années. Et je pense qu'on est de plus en plus nombreux à être d'accord pour dire que la laine de bois a de bénéfices par ailleurs, mais en termes de confort d'été, son impact, il est là, mais il est marginal puisqu'on diminue le taux d'inconfort de 2 à 3%. Ensuite, on a mis une façade avec une teinture claire. Et là, on a un gain du même ordre de 2 à 3%. Pourquoi? Parce que les façades d'un bâtiment Euro 2001 sont déjà assez bien isolées. On peut faire mieux, mais c'est quand même relativement bien isolé. Et il y a assez peu de chaleur qui passe par les parois opaques. Et en plus, un point d'intention sur cette solution, on parle des façades verticales. Faire des façades verticales claires, ça peut engendrer de l'inconfort visuel, voire même de refléter la chaleur à d'autres bâtiments ou le bâtiment lui-même, et ça peut accentuer des problèmes d'inconfort par ailleurs. Et d'ailleurs, très rarement mobilisé cette solution pour cette raison. Troisième ligne, c'est la mise en place d'une ventilation double flux, ce qui est assez rare sur le marché des immeubles collectifs français en moyenne. Et donc là, l'idée, c'est d'avoir un système qui récupère l'air vicié chaud des bâtiments pour leur ventilation sanitaire et de récupérer ces calories avant de la réinjecter. Son premier atout, c'est pas trop pour le confort d'été, c'est plutôt pour l'hiver. Mais là, on a regardé un peu l'impact que ça avait pour le confort d'été. Ça permet que lorsque l'air est frais à l'intérieur du logement, au lieu de le remplacer par un air chaud extérieur, eh bien, je rafraîchis l'air neuf avec l'air frais sortant. Donc là, ça n'a pas un impact très fort. On parle de 4 à 5% de baisse du taux d'inconfort. Donc ça nous semble pas être une raison suffisante pour déployer la double flux. C'est plutôt la double flux, il faut plutôt évaluer son intérêt de manière globale et couplé à ses bénéfices l'hiver, la solution devient intéressante.
Le revêtement de sol, c'est un enjeu, surtout en construction bois. Donc en construction bois, on a assez peu d'inertie, on a assez peu de matériaux lourds, mais on en a un petit peu. On a des plaques de plâtre, ici et là, on en met de plus en plus pour des raisons de règles incendie, et on a une chape en béton qui est à chaque niveau presque. En immeuble collectif, on est pratiquement obligé pour des raisons acoustiques et feu. Sauf cette chape en béton, eh bien, si on la recouvre d'un revêtement de sol isolant, on coupe sa capacité à réguler la température intérieure. Donc là, cette variante, eh bien, on met du carrelage à la place du parquet stratifié qui était imaginé en base sur ce bâtiment. Et ce carrelage, c'est d'ailleurs ce qui se fait beaucoup dans le sud-est de la France, nous permet de gagner, pareil, 5-6% d'inconfort. Ça reste pas majeur, mais ça commence à être significatif. Autre série d'améliorations, les facteurs de réflexion de la toiture, de faire des toitures blanches. Là encore, l'impact est relativement modéré. On s'attend parfois, quand je dis on, c'est le grand public s'attend parfois à des gains beaucoup plus forts avec cette solution. Là encore, on a une toiture terrasse qui est déjà très bien isolée. On a bien souvent plus de 20 cm de polyuréthane et assez peu de chaleur qui passe à travers cette paroi. Et donc, on observe quand même une baisse de 10% des heures d'inconfort pour les logements qui sont juste en dessous. Là, ici, on ne vient pas évaluer le bénéfice de cette solution sur l'îlot de chaleur urbain, qui, de manière indirecte, peut toucher le confort du bâtiment à l'intérieur, mais on a évalué uniquement le bénéfice direct du fait qu'il y ait moins de soleil, moins de chaleur qui pénètre par la toiture. Tout à l'heure, je vous ai parlé de ventilation double flux. Donc là, on a étudié une solution où on vient coupler à la ventilation double flux un échangeur adiabatique. Qu'est-ce que c'est? C'est, on va dire grossièrement, une éponge dans laquelle on fait passer l'air, une éponge humide. Et de la même manière que les Romains tendaient du linge humide aux fenêtres ou d'autres acteurs, lorsque l'air s'humidifie, elle se rafraîchit un peu. Et donc cette solution permet de bénéficier de ce rafraîchissement sans injecter d'humidité supplémentaire dans le logement. Donc cette solution, elle marche plutôt bien, et donc cumulé au bénéfice de la double flux, on a un 10% de gain sur le confort d'été. Pourquoi c'est limité? Parce que on est dépendant du taux de renouvellement d'air de la ventilation mécanique, et donc la ventilation sanitaire renouvelle l'air, mais relativement peu au regard de ce qu'il faudrait faire pour avoir un impact majeur sur le confort d'été. On a fait la même chose, sauf qu'au lieu d'avoir un module adiabatique, là, cette éponge humide qui rafraîchit l'air, eh bien, on a remplacé ça par une batterie hydraulique alimentée par du geocooling. Qu'est-ce que c'est? C'est des sondes, des tuyaux d'eau qu'on fait circuler dans le sol. L'eau ressort à peu près à 12 degrés et sert de source froide pour rafraîchir l'air neuf. Et là, on a à peu près des gains du même ordre. C'est une super solution, mais on est toujours limité par ce volume d'air neuf qui est limité. Toujours est-il que lorsqu'on déploie des ventilations double flux pour d'autres aspects, eh bien, on peut déjà soit leur coupler cette solution, c'est toujours ça de prix, soit anticiper le fait que ce sera peut-être ajouté dans la vie du bâtiment plus tard. Là, on commence à aller dans les solutions très efficaces. Donc la première ligne, c'est des occultations extérieures. C'est déjà prévu en base dans les bâtiments, même sous l'égide de la RT 2012. Ce qu'on a voulu montrer là, en montrant l'impact que ça a, là, c'est un impact de 60% de réduction du taux d'inconfort, c'est que c'est décisif, et ça fait partie des leviers premiers à ne pas louper, et que mettre des occultations extérieures, c'est pas forcément gagné, il faut que l'occupant le fasse, ferme ses volets, et il faut mettre toutes les conditions en œuvre pour qu'il ait envie de les fermer, et un volet roulant par exemple, bien souvent l'occupant va le fermer au dernier moment lorsque la chaleur est déjà entrée dans le logement parce qu'il n'a pas envie de se couper de la vue sur l'extérieur et de se retrouver dans la pénombre. Et donc, je vous ai mis une série d'occultations qui n'ont pas ce défaut-là, qui permettent de laisser passer la lumière et qui vont, en période d'occupation en journée, avoir beaucoup plus de chances d'être actionnées par l'occupant. Deuxième ligne, c'est la perméabilité à l'air de l'occultation. Pareil, c'est quelque chose d'assez courant, d'ailleurs, dans le sud de l'Europe. Des occultations qui, lorsqu'elles sont fermées, notamment en soirée,
eh bien, laisse passer l'air, mais permettre de garder de l'intimité, voilà, garder de l'intimité, et donc vont accentuer les nombres d'heures où l'occupant va se sentir à l'aise de ouvrir ses fenêtres en soirée ou la nuit. L'autre vecteur d'amélioration, c'est les moustiquaires aussi. Si vous couplez ces occultations à des moustiquaires, vous avez plus de chances que l'occupant ouvre ses fenêtres lorsqu'il fait frais, même le matin par exemple. J'ai dit la nuit, mais c'est aussi valable le matin. Et donc, tous ces leviers-là permettent ce deuxième geste très très efficace qui est d'ouvrir ses fenêtres le soir. Il faut réunir ces conditions-là pour que ce soit fait le plus souvent. J'ai mis un pictogramme acoustique parce que tout ça est très dépendant de l'environnement acoustique. Si on est dans un environnement bruyant, eh bien, ce geste d'ouvrir ses fenêtres arrivera moins souvent, et donc ça fait de ces bâtiments soumis à du bruit des bâtiments beaucoup plus sensibles. Dernière série de solutions qui marchent très bien, les brasseurs d'air. Les brasseurs d'air, ici, on a fait des simulations où on en met un par pièce, et donc là, on a une réduction jusqu'à 75% du taux d'inconfort. Le brasseur d'air, il ne vient pas diminuer la température de l'air, il crée une vitesse d'air qui va diminuer le ressenti de l'occupant d'environ 2 à 3 degrés. Donc c'est très efficace, plutôt économe en énergie. Le seul rempart ici, c'est que ça rentre dans notre culture qui voit pas toujours d'un bon œil l'arrivée de ces brasseurs plafonniers. Autre solution très efficace, ici, je vous en ai déjà parlé un peu tout à l'heure, on couple des sondes de tuyaux qui descendent dans le sol qui est à 10 degrés, qui vont capter de la fraîcheur, et on la diffuse à travers un plancher chauffant rafraîchissant. Donc le plancher chauffant rafraîchissant, c'est l'un des seuls qui peut bien diffuser cette fraîcheur qui vient du sol. Et là, on est moins limité en puissance. C'est pas de la climatisation en tant que telle, puisqu'on va observer des gains de 2 à 3 degrés aussi là, mais ça a quand même un impact majeur sur le confort à l'intérieur des logements. Il faut bien noter que ces sondes-là qui sont représentées sur le schéma, voilà, c'est des sondes traditionnellement associées à des pompes à chaleur, et d'ailleurs, en tout cas à ma connaissance, j'ai jamais vu passer de projet qui mobilisait ces sondes uniquement pour rafraîchir l'été, faire du rafraîchissement gratuit. Bien souvent, elles sont couplées à des pompes à chaleur au haut sur sonde géothermique, et donc c'est pour ça que dans le cadre de ce quartier-là, c'est délicat de demander à développer ce genre de sonde. Ça fait un gros investissement pour une valorisation pour ne pas les valoriser en les associant à une pompe à chaleur. D'ailleurs, ces deux solutions se marient très bien, d'avoir un plancher rafraîchissant frais et un brasseur d'air qui vient accentuer la circulation d'air au contact de cette dalle, bien accentue la décharge de cette dalle. Voilà. Voilà. Donc ici, un tableau un peu complexe, mais excusez-moi. Donc ici, vous avez deux grandes colonnes. Je vais vous parler que de la colonne à droite parce que c'est la colonne où on parle d'un bâtiment 100% ossature bois. Et on a fait en synthèse trois grandes variantes de solutions techniques qu'on déploie, et puis on évalue leur conformité à l'objectif de confort en 2050. Donc déjà, en base, dans toutes ces simulations, on considère qu'on a des occultations perméables à l'air et ajourées qui laissent passer la lumière pour, comme je disais tout à l'heure, augmenter la fréquence d'ouverture des fenêtres lorsqu'il fait frais et augmenter la fréquence de fermeture des volets. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, on voit que là, il y a une première variante à gauche où il y a marqué brasseur d'air dans les pièces de vie. Donc on a mis des brasseurs d'air partout. Et on voit qu'il y a deux résultats. Un résultat qui dit, quand on est dans une zone calme, là, on a un léger inconfort. Donc on dépasse les 50 heures au-dessus de 28 degrés par an, pour un climat moyen, je le répète, pas un climat caniculaire. Et puis par contre, on estime que quand il y a du bruit autour et que l'occupant ne peut pas trop ouvrir ses fenêtres, eh bien là, on commence à avoir un inconfort relativement important. Deuxième variante, c'est une variante où on mobilise toujours des brasseurs d'air, mais
on vient mettre ce plancher chauffant rafraîchissant et puis ce plancher chauffant rafraîchissant, on l'alimente par du froid, soit du froid actif, hein, d'une pompe à chaleur, soit des sondes comme j'ai décrit tout à l'heure, faire du géocooling. Et là, on garantit l'inconfort sur le long terme sans aucun problème. Et puis la troisième variante, eh bien, c'est des brasseurs d'air plus le module adiabatique, l'éponge humide dans lequel on fait circuler l'air qui est associé à une double flux. Ici, on observe encore quand même un peu les mêmes situations parce que ce module adiabatique que j'ai présenté tout à l'heure a un impact relativement marginal. Et donc, dernier point de synthèse, après je laisse la parole, mais en gros, nous, notre idée, c'est de se dire, quand on se projette dans le futur, on voit des inconforts forts et c'est significatif. Et notre idée, c'est de se dire, au lieu d'investir tout de suite dans des solutions de rafraîchissement ou autres, bien essayer de penser le bâtiment pour qu'il puisse évoluer durant sa vie de manière simple, sans engendrer de surcoût. Ça peut, ou alors de prévoir des choses pour que l'occupant puisse le faire évoluer facilement. Ça peut être par exemple des platines en attente pour accueillir le brasseur d'air, pour ne pas avoir à faire une saignée dans le plafond pour leur accorder l'électricité et autres. Et puis on peut peut-être mettre un par logement pour donner l'envie à l'occupant, parce que les occupants qui en ont découvrent souvent que c'est très agréable. Et puis de prévoir dès la construction des planchers chauffants rafraîchissants ou du moins des émetteurs réversibles qui vont faciliter dans 20 ans, par exemple, ou dans 15 ans, la mise en place de rafraîchissement si le bâtiment s'avérait trop sensible et que le climat se réchauffait aussi vite qu'on peut le voir jusqu'aujourd'hui. Voilà pour moi. Le Bannier. Oui. J'appelle alors Vincent Pierret de Terra Énergie, fondateur et gérant, sur scène, merci, et Camille Bouchon, président Solaris Bauen. Merci. Et on va rester en contact avec vous, Monsieur Le Bannier. Première chose que je voulais vous poser comme question, alors on va se tourner. Vous avez dit que vous avez dit plus 2, vous avez compté sur plus 2 degrés. La vallée du Rhin et Météo France a calculé des pics de 55 degrés pour 2050. Je suis un peu étonnée sur les 2 degrés. Alors, c'est plus 4 peut-être que... Donc plus 4, ça paraît faible. En fait, quand j'ai dit plus 4, c'est un scénario de réchauffement climatique mondial et c'est les températures moyennes mondiales de plus 4 degrés. C'est pour un peu évaluer le dérèglement du climat à l'échelle internationale, mais ça ne veut pas dire qu'on n'aura que plus 4 degrés de température. Je ne sais pas si c'est plus clair. Merci beaucoup. Emeline Laforie, oh mon Dieu, viens s'il te plaît. Emeline Laforie est l'adjointe à la DGA, Transformation écologique et économique du territoire, directrice transition énergie-climat de l'Eurométropole de Strasbourg. Pardon, c'est n'importe quoi. Oui, voilà, non mais c'est n'importe quoi, je suis désolée, j'ai trop chaud. Et je vais commencer avec toi. Est-ce que tu peux nous expliquer le schéma de la chaleur urbaine de l'EMS? Une heure. C'est un peu comme le collègue tout à l'heure qui a dit si on a 2 heures, on peut commencer se lancer dans des explications. Mais non, en fait, ce que je voulais peut-être vous expliquer au travers de cette question, c'était comprendre quel est le rôle de la métropole par rapport à cette question des énergies et comment en fait on arrive à la question du froid. Et de la réflexion de l'apport du froid au niveau, qu'est-ce que la métropole peut faire là-dessus. Du coup, vous expliquez qu'est-ce qu'on fait effectivement, schéma directeur des énergies, schéma directeur des réseaux de chaleur, hein, puisque en fait la métropole est autorité organisatrice des énergies et donc elle travaille à des prospectives en matière d'énergie, à la fois sur ce que on va consommer, que la métropole va consommer demain et comment elle pourra produire une partie de cette énergie qu'elle va consommer. Du coup, je vous ai juste mis un petit schéma
pour vous représenter de quoi on parle, en fait, parce qu'effectivement, on est bien sur des exercices qui sont extrêmement macro, en fait, et vous allez voir qu'on dézoome complètement par rapport à tout ce que vous avez vu, qui est extrêmement précis à l'échelle du bâtiment. Bon, autrement, je vais faire sans, franchement, c'est pas grave. Voilà. Du coup, pour vous montrer, donc, on a la télécommande. Ouais, je veux bien la petite télécommande. Voilà, juste rapidement. Donc, effectivement, ça, c'est le schéma directeur des énergies. Donc, c'est une prospective à 2050. Ça a été voté par le Conseil métropolitain en mars 2024. Et donc, vous voyez, en fait, on va faire des prospectives comme ça qui disent, bah, aujourd'hui, on consomme tant d'énergie. Et en fait, pour atteindre l'objectif qu'on s'est fixé, qui est la neutralité carbone en 2050 et surtout 100% d'énergie renouvelable dans le mix qui est consommé par la métropole, hein, dans toutes ses activités, et bah, en fait, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Et donc, en fait, on va projeter à la fois la diminution des consommations d'énergie en prenant les différents postes et à côté l'augmentation de la production d'énergie. Donc, attention, hein, il y a un problème d'échelle, en fait, quand vous avez comment dire, on a l'impression qu'on a le double d'énergie produite, mais en fait, l'échelle est moindre. Donc, même en 2050, en mobilisant tous les moyens qu'on a, on ne pourra produire que la moitié de l'énergie qu'on consomme. Voilà. Donc, voilà. Donc, c'est ces exercices qu'on fait. Alors là, c'est résumé en une slide, pareil, des rapports qui font 400 pages, où en fait, on a détaillé sur chacune des énergies tout ce qu'on peut mobiliser, sur chacun des consommateurs, comment ils consomment, comment ils vont évoluer, quelles sont les possibilités techniques, etc. Voilà, juste. Il faut appuyer. Ah oui, c'est ça. Et donc ensuite, pour zoomer sur les réseaux de chaleur, puisqu'en fait, dans ce schéma directeur des énergies, en fait, on va parler de plusieurs types d'énergie. On va parler du gaz, on va parler de l'électricité, on va parler des réseaux de chaleur, on va parler des mobilités décarbonées aussi. Donc en fait, on va derrière faire des prospectives sur chacun de ces axes, en fait. Et donc là, et c'est ça qui nous importe, en fait, quand on va parler de réseaux de froid, en fait, on les raccroche en fait à la question des réseaux de chaleur. Et donc, on a effectivement un schéma directeur qui sera voté par le Conseil vendredi prochain, donc qui est tout neuf, tout récent, tout mis à jour, sur le développement de ces réseaux de chaleur. Qui en 2030 vont atteindre 1 TWh de chaleur distribuée. Ça, c'est pas de la prospective, hein, c'est de la réalité, puisque derrière, en fait, on a entre autres les réseaux de chaleur publics qui sont pilotés par la métropole et qui, eux, sont soit déjà en voie de développement, soit quasiment en attribution de consultation et bientôt en consultation, donc en fait sur lesquels les objectifs sont déjà posés et ils seront bien réalisés à cette échéance-là. Du coup, je me suis perdue dans mes... Ah oui, je voulais montrer la slide d'après. Et donc, là-dessus aussi, sur ces réseaux de chaleur, en fait, on va définir quel doit être le mix de ces réseaux de chaleur, puisque notre objectif, c'est bien que ces réseaux de chaleur, ils permettent d'apporter de l'énergie renouvelable au maximum, en fait, comment dire, d'usagers possibles. C'est vraiment un vecteur majeur. Il faut savoir que dans le schéma directeur des énergies, en fait, on a démontré que la métropole, elle peut être autonome en chaleur à l'horizon 2050. C'est-à-dire que ça pourrait être une énergie qui est produite complètement à 100% sur le territoire, ce qui est la seule énergie qui sera comme ça. Pour tout le reste, il faudra de toute façon, quoi qu'il arrive, importer de l'énergie. Donc c'est quelque chose sur lequel on est extrêmement attentif, hein, puisqu'il faut vraiment, c'est un bel objectif et il faut qu'on réussisse à le réaliser. Et donc là, je vous ai montré, je ne veux pas rentrer dans le détail, mais du coup, là aussi, en fait, on va venir finalement définir comment doit être ce mix énergétique pour atteindre ces objectifs avec les caractéristiques du territoire. Et donc, bien sûr, pour faire ces prospectives, on se base sur les orientations de l'ADEME, on se base sur les orientations de NEGOT, un certain nombre d'autres prospectives qui sont faites à de plus grandes échelles. Sur le territoire, il faut savoir que en fait, on va énormément se baser sur la chaleur fatale pour atteindre ce mix énergétique complètement renouvelable, un petit peu sur la biomasse. On a fait le choix de ne plus augmenter la quantité de biomasse utilisée sur le territoire. Donc, on va chercher à développer des politiques publiques qui vont maintenir le niveau de consommation de biomasse à l'identique. Et on finira par utiliser la ressource géothermale, dont vous savez qu'elle a pris un coup d'arrêt assez important en 2019-2020. Voilà. Et pour finir, voilà. Et donc pour finir, et c'est
finalement, ce qui est dans le schéma directeur, donc là encore extrêmement résumé, mais c'est un peu les grandes orientations que maintenant on prend. Donc je vous ai montré tout à l'heure le déploiement en fait des réseaux de chaleur tels qu'ils seront en 2030. Donc là, on n'est pas sur la prospective. Par contre, quand on travaille sur le schéma directeur des réseaux de chaleur, on travaille aussi à 2050 et on travaille aussi en prospective. Donc sur quoi on travaillera demain pour encore améliorer les performances de ces réseaux. Et donc, on a un enjeu sur le développement en seconde couronne, dans des milieux du coup périurbains, où aujourd'hui qu'on n'atteint pas. Donc, par exemple, je sais pas, des villages de 2000 ou 3000 habitants. On sait qu'en Allemagne, dans les pays nordiques, il y a des réseaux de chaleur qui adressent ce type de logement, ce qui n'est pas, de secteur, ce qui n'est pas aujourd'hui le cas sur la métropole. Les réseaux de chaleur, ils ne sont que dans des zones urbaines denses, en fait. Donc ça, c'est un enjeu. Et on a un enjeu bien sûr sur les approvisionnements en ressources renouvelables, et on a aussi, et c'est ce qu'on a mis en fait, ce que je vous ai souligné là en 2050, on a effectivement un enjeu autour de la distribution de froid, puisque aujourd'hui en fait les réseaux publics de la métropole ne distribuent pas de froid. En fait, ils ne distribuent que du chaud. Et il y a finalement, on n'a pas d'exemple en fait, et nos DSP ne sont pas montées comme ça. En fait, elles sont vraiment dédiées à la distribution de chaleur. Pour autant, c'est quelque chose qui nous intéresse énormément, donc qui ont été travaillés dans le cadre de ce schéma directeur des réseaux de chaleur, que je ne vais, voilà, on ne voulait pas détailler les solutions techniques. Je pense que l'idée, c'était vraiment plutôt de montrer comment est-ce qu'on travaille. Mais effectivement, nos bureaux d'études, ils ont bien analysé la totalité des solutions, en fait, pour produire du froid de façon collective et distribuer de façon collective. Et finalement, notre objectif, c'est bien comment demain, on pourra faire des propositions à l'échelle de la métropole, sans doute plutôt dans un premier temps sur des zones denses, mais peut-être pas, peut-être qu'en fait, et on le sait qu'il y a des solutions techniques, notamment dans les réseaux périurbains, des petits réseaux de chaleur, où on pourrait faire immédiatement des réseaux qui distribuent du froid et du chaud. Voilà. Une autre, génial, je vais poser une question après là-dessus. Est-ce qu'il faut mettre, on vient de voir, Monsieur Lebanier a dit l'impact des stores, des persiennes et tout ça, et aussi l'effet de pouvoir ventiler. Est-ce qu'il faut mettre ça dans un PLU? Est-ce qu'on a cette possibilité? C'est déjà dans le PLU, en fait. Ah. En fait, depuis la modification 3 du PLU, donc en 2021, je regarde les collègues, je ne me trompe pas de date, en fait, ces éléments sont déjà dans le PLU, donc dans l'article 15 pour la partie des occultations, et dans une OAP, en fait, sur la partie des logements traversants, notamment, dont il a été dit que c'était vraiment un facteur extrêmement important. Bon, alors les occultations, il n'y a pas de sujet, c'est dans le règlement, donc on va bien le mobiliser. Par contre, effectivement, on sait que les OAP, elles ne sont pas toujours mobilisées. Et vous l'avez entendu aussi de la part, je crois que c'est REI Habitat qui disait tout à l'heure qu'effectivement, faire des logements traversants, ça pose des questions économiques. Parce que forcément, voilà, du coup, les logements sont, pas les logements, les bâtiments sont moins denses, voilà, il y a des problèmes de distribution. Et finalement, c'est plutôt un levier, une problématique économique plutôt qu'un problème finalement réglementaire. Alors aujourd'hui, c'est dans l'OAP. L'OAP, c'est pas une obligation réglementaire. On pourrait imaginer que demain, on va retravailler le PLU. Il va être en révision sans doute dans le prochain mandat. Et nous, on travaille sur la révision du plan climat. On pourrait imaginer que quand on rentre, notamment l'adaptation au changement climatique de façon beaucoup plus forte que celle qu'on fait aujourd'hui, peut-être qu'on portera politiquement des choses plus fortes là-dessus. En tout cas, aujourd'hui, c'était quand? Le nouveau plan climat en 2026. Ah bah bon, c'est bientôt là. Pour nous, c'est déjà. Attends, début ou fin? Début ou fin? Le nouveau plan climat? Ah fin 2026. Vous savez, vous avez le pouvoir comme électeur. Non, mais en plus, on peut le dire, le futur plan climat, c'était déjà le cas en 2019. Il avait quand même été chercher une consultation assez large en fait des parties prenantes, et on espère bien reproduire ça à une encore plus grande échelle sur la révision. Alors, on a entendu qu'il n'y a pas de réseau de froid. Toi, en fait, peut-être toi, tu dis déjà ce qui est prévu pour les bâtiments de REI comme système et comme principe bioclimatique. Alors, il n'y a pas vraiment de système, c'est plutôt bioclimatique, c'est-à-dire qu'on a des très bonnes protections solaires, donc on a veillé à ce que tous les vitrages soient protégés par l'extérieur, donc on respecte le PLU, mais c'est un combat encore de
de veiller à ce que toutes les baies vitrées soient protégées. On est orienté nord-sud, donc ça c'est le schéma de principe, enfin l'organisation du quartier, mais c'est un vrai impact aussi parce que les bâtiments ils fonctionneraient moins bien s'ils étaient orientés est-ouest. Il y a quand même un nombre, les îlots sud ils sont traversants. Enfin, il y a une partie quand même des logements qui sont traversants, mais ils ne le sont pas tous. Et il y a aussi des noyaux quand même avec de l'inertie, avec du béton encore. Il y a une partie, soit des séparations, soit des noyaux techniques qui sont encore en béton et qui aussi apportent quand même un peu d'inertie dans les pièces à vivre. Et on est sur du CLT où même si on n'a pas la même réactivité, le même jeu sur l'inertie que du béton, on est quand même un peu plus lourd que si on était sur des planchers légers, quoi. Le CLT est couvert de placo. Oui, mais il y a des zones. Enfin, il est quand même en masse, en inertie. Il est quand même plus lourd et après, ça joue moins en inertie rapide, mais on a quand même de la masse. En tout cas, ça joue on a un peu plus de masse que si on était sur des structures complètement légères, quoi. Donc, on va dire que c'est principalement l'orientation, la protection solaire, un petit peu de masse. Mais ce qui manque par rapport à un bâtiment classique, c'est voilà, il y a un moins de masse que dans un bâtiment traditionnel encore. Et après, voilà, après c'est des évolutions de base. Si on voulait aller à l'étape suivante, mais qui n'ont pas été prévues, ça serait de mettre des brasseurs d'air, effectivement, quoi. Et prévu les brasseurs d'air? Non. Ok, j'avais compris ça. Ça pourrait, mais c'est sûr que de base, c'est pas dedans. Ok. Tu penses quoi de ça t'inquiète pour l'avenir? Le bâtiment, est-ce que ça va chauffer là-dedans? Qu'est-ce que tu en penses? Je ne fais pas les prévisions, hein, mais et je ne suis pas inquiet de manière globale, sinon je changerais de métier. Non, mais une petite réflexion sur les températures, c'est important parce que quand on fait l'analyse sur justement, ouais, tu lances un bon sujet. Souvent, on nous demande des prévisions, on nous impose des cahiers des charges en disant il faut moins de temps d'heure au-dessus de telle température. Le gros problème, c'est qu'on a beaucoup de références, 28 degrés, 50 heures, au-dessus, c'est inconfortable. Mais en fait, il y a toujours, tout dépend de l'endroit où on est. Bon, de l'usage, là, c'est du logement, c'est facile. Mais on est quand même à Strasbourg, on est quand même dans l'îlot de chaleur. Et quand on fait tourner des simulations, alors ça c'est un peu mon dada depuis qu'on a pris conscience d'un certain nombre de choses quand on a étudié le centre sportif universitaire, c'est que si on prend la station Strasbourg qui est Ensheim et qu'on applique même des plus 2 degrés, on se fait pas peur. Par contre, si on va chercher une station météo qui est dans l'îlot de chaleur, même sur une année pas exceptionnelle, eh ben, on est déjà au-delà des Ensheim plus 2 degrés. Donc, il y a toujours un problème de quelle est la réalité de la donnée et quelle va être la réalité de son évolution. Voilà. Donc ça, c'est un premier truc que je pose. Et pour travailler, alors nous, surtout sur des bâtiments passifs, neufs et rénovés, on sait que alors le critère sur le bâtiment passif, c'est à 25 degrés. C'est un pourcentage de temps au-delà de 25 degrés. Et au niveau de la certification, c'est 10%. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'avec les méthodes passives, non actives, hein, pas juste du bâtiment passif, mais tout ce qui a été évoqué là, y compris avec la double flux, systématiquement quand on est sur des bâtiments passifs, et ben en fait, il ne faut pas rajouter grand-chose dans les fichiers météo pour basculer ces 10%. Attention, c'est en moyenne. Et en fait, on se rend compte, si on regarde dans le détail, le bâtiment passif, s'il est très bien protégé, avec sa double flux qui le protège en journée, qui la nuit permet de refroidir, ouverture éventuellement des fenêtres, tout va bien tant qu'il n'y a pas des nuits tropicales. Et en fait, les problèmes arrivent en gros qu'à partir de là. Je parle sur des bâtiments optimisés, sans froid. Tant qu'on est optimisé, qu'on n'a pas de froid, qu'il n'y a pas de nuit tropicale, on s'en sort. On maintient les conforts et on les maintiendra, même dans des climats qui dérivent. C'est-à-dire, en gros, le bâtiment passif, la journée, il fait 40, ouais. Franchement, qu'il fasse 30 ou 40, son augmentation de température à la fin de la journée est pas très différente. Parce qu'en gros, il n'y a rien qui rentre, tout est protégé. Par contre, la nuit, il faut qu'il puisse décharger. Et qu'est-ce qu'il décharge? Il décharge essentiellement les apports internes. C'est-à-dire le fait qu'on vit dans les bâtiments, sinon on ne ferait pas de bâtiments. Voilà, donc évidemment, il faut aussi baisser au maximum les apports internes. Mais même au-delà de ça, tant qu'il peut se refroidir la nuit, donc toute la bonne conception bioclimatique, l'eau traversant, le bypass de la double flux, ça fonctionne. Et là, qu'il soit bois ou béton,
j'allais dire, pas énormément de différence en séquentiel. Voilà. Après, dès qu'on commence à avoir des nuits tropicales, et juste pour regarder, là, en préparant, je voulais envoyer une capture d'écran de météo, on en a eu la semaine dernière. On en a eu 3, quoi. Voilà, il y en a eu 3, et ben là, directement, boum, on franchit. Et je pense qu'il y a beaucoup de bâtiments qui ont dû passer les 28, et encore, on partait d'une séquence bien froide avant, donc on partait bien. On partait pas en cumulatif, on partait pas un été chaud qui part en canicule. Alors là, on part déjà de trucs qui sont à la frontière, ils sont à 25 pour le passif, et puis bah, tout d'un coup, on bascule, on refroidit plus, et on cumule. Et en fait, là, on en arrive au froid, question du froid. Alors moi, qui était un peu tabou en tant que, on va dire, pro-négawatt, pro-simplicité, et puis le passif peut tout, oui, dans ma montagne vosgienne, ça marche bien, parce que c'est rare les nuits, et en même on en a eu quand même là, les nuits qui ne passent pas en dessous de 20 degrés. Puis alors, si on regarde en plus dans les projets un peu germaniques ou Vorarlberg, alors là, carrément, on est mort de rire, parce qu'il fait presque froid toutes les nuits, donc ils arrivent à faire sans problème le refroidissement. Le 22-26, ah, ça marche nickel là-bas. On le met n'importe où ailleurs. En été, c'est un peu l'enfer. Voilà. Mais oui, c'est une réalité physique. Hein. Je veux dire, nous, on travaille en physique du bâtiment. Pourtant, on fait du passif. Hein. Le 22-26, c'est génial. Là où il est. Du coup, tu proposes quoi pour... Ah, j'y arrive. Et alors moi, ce qui m'a aidé à passer un peu les tabous, il y a l'histoire du centre sportif universitaire qui nous a permis vraiment de faire beaucoup de modélisation thermique dans l'îlot de chaleur, avec des contextes très compliqués de salles avec beaucoup d'apports internes. Enfin voilà, donc ça nous a fait avancer. Et on a fait aussi une opération de logement à Grenoble. Grenoble, c'est génial. Parce que Grenoble, pour faire un bâtiment passif, c'est un climat qui est beaucoup plus doux en fait en hiver que chez nous, paradoxalement. Hein. Tout le monde croit que Grenoble, parce qu'on voit les montagnes, qu'il fait froid. C'est pas vrai du tout. Il fait pas si froid que ça. Par contre, en été, c'est l'horreur complète. C'est la cuvette, c'est réputé pour ça. Il y a quasiment pas de vent. Il y a plein de nuits tropicales en climat normal. Et puis alors en canicule, là, ça s'envole. Et en fait, on a fait tourner des modèles sur un bâtiment tout bois, un R+8 tout bois, tout protégé, double flux, triple flux, super performant. Voilà. Et en fait, on arrivait à la conclusion, il n'y a plus qu'une seule solution. Alors, l'adiabatique a des intérêts, mais l'adiabatique, finalement, on arrive à le prendre en défaut dans un certain nombre de cas, surtout quand il y a un peu d'humidité. Et paradoxalement, nous, notre problème, c'est de refroidir la nuit. Et la nuit, on arrive même à avoir de la rosée en nuit tropicale, c'est-à-dire que l'adiabatique, il a plus d'efficacité, parce qu'on est trop humide déjà, même à l'intérieur. Donc, sa puissance devient trop réduite. Et on a, dans certains cas, des besoins de déshumidification même. Et ben là, on est arrivé à la conclusion qu'il n'y a pas 50 solutions. C'est une toute petite pompe à chaleur à détente directe intégrée dans la double flux, centralisée, qui permet de faire du froid haute efficacité. Alors, c'est quoi qu'on appelle du froid haute efficacité? On s'en sert surtout pas la journée. La journée, le bâtiment est passif, il vit sa vie, il est protégé par la ventilation double flux. On va le laisser monter gentiment en température. Gentiment, on parle de 1 degré, 1,5 degré de delta. Hein. C'est pas, il prend pas ses 10 degrés, il prend ses 1,5 degré, 2 degrés. Et la nuit, quand la température extérieure a chuté, là où finalement on a des efficacités frigorifiques très très bonnes, et ben là on va pré-refroidir. C'est-à-dire que si on faisait de la surventilation nocturne, alors 25 c'est un peu extrême en nuit tropicale, mais ça, à Grenoble ça existe. On va pas souffler de l'air à 25 pour essayer de refroidir un bâtiment à 26, hein, ça donne quasiment rien ou pas grand-chose. En fait, on va descendre la température de 2-3 degrés, voire 4 degrés sur l'air insufflé par une batterie à détente directe. C'est une toute petite pompe à chaleur réversible, et on recrache cette chaleur excédentaire sur l'air soufflé, sur l'air rejeté extérieur. Voilà. Et ça nous permet en fait de ramener tous les matins le bâtiment à une température confortable. On va le ramener 23-24, et puis après, on va au 22. Hein, si on pousse là, on a un petit peu de puissance, on peut pousser un petit peu. Et en tout cas, tous les matins, on repart avec une certaine fraîcheur. Et ça, c'est même, on s'en rend compte psychologiquement, c'est pas mal aussi, quoi. Alors, pour moi, c'est pas de la clim, c'est de la surventilation nocturne assistée, parce qu'on le fait au moment où l'efficacité frigorifique est très forte. Parce que quand on essaie de descendre que de quelques degrés l'air, c'est beaucoup plus facile qu'essayer de lutter contre 40 dehors pour essayer de rentrer de l'air à 22, 23 degrés. Quoi. Voilà. Ça, c'est un peu un retour d'expérience. Alors, il se trouve que la première année, il y a une des deux centrales qui a un peu déconné pour une raison de sonde. On a eu beaucoup moins de puissance que prévu. En fait, la machine se déclenchait. Puis quand elle atteignait sa consigne, comme la sonde n'était pas bien placée, elle croyait que l'air extérieur était devenu très frais, donc elle s'arrêtait. Donc elle nous faisait un petit cycle comme ça. Mais même avec ça, on a eu le bâtiment instrumenté de Grenoble le plus confortable. Voilà. Et pour une consommation qui est très, très, très limitée. Parce qu'après, pareil, quand on dit groupe froid,
horreur, on introduit de la clim. Si on y travaille dans ces conditions-là, déjà la puissance, elle est limitée à 5 watts par mètre carré de puissance, vraiment au maximum, si on poussait à fond le système, ce qui est pas grand-chose. Et le nombre d'heures d'engagement, alors je l'ai plus en tête parce que ça commence un peu à dater dans l'analyse. Je sais pas, ça a dû démarrer 25 ou 30 jours que la nuit, que à partir d'une certaine heure, sur ces puissances limitées. Voilà. Et moi, je pense que c'est une solution qu'on risque de remettre régulièrement dans des climats qui sont déjà bien avancés comme Grenoble. Et chez nous, ça commence à arriver, ou en îlot de chaleur urbain, ça peut commencer à arriver. Ou en tout cas, comme ça a été dit par le confrère, prévoir la possibilité de rajouter le module. Avantage sur les doubles flux, c'est une boîte qu'on rajoute, on plug dessus. Donc, s'il y a la place, c'est possible. Voilà. Sauf là, il n'y a pas de double flux. Ah mais oui, alors ça, c'est un autre sujet. Moi, je pense que la double flux en logement, quart nord-est de la France, et on peut même descendre un peu pour des raisons même de confort d'été, je pense que ça devrait être en base, quoi. Voilà. Approche bâtiment passif, quoi. Qu'est-ce que t'en dis sur la solution que Vincent propose? Oui, on fait souvent, on est assez d'accord là-dessus. Donc voilà, alors on le fait beaucoup d'utiliser à double flux sur des bâtiments passifs avec du rafraîchissement actif avec un compresseur, on le fait pas mal en tertiaire. Après, en logement, nous, les opérations, alors à Grenoble, on a aussi fait une opération en passive et on avait la nappe phréatique et on utilisait comme l'eau de la nappe pour refroidir, donc ça se passe bien. On fait beaucoup le refroidissement sur nappe à Strasbourg. Donc là, on utilisera soit le double flux s'il y en a, soit les planchers rafraîchissants en les transformant en réversibles. La difficulté, c'est que la nappe à Strasbourg, on a pas mal de problèmes chimiques. Donc, il y a beaucoup d'endroits où il y a du manganèse. Et donc, on a pas mal de puits qui peuvent être à long terme obturés. Donc, par exemple, nos bureaux, voilà, on refroidit sur nappe quand il fait très chaud. Parce que sinon, une partie de l'année, on est en ventilation naturelle, on ouvre les fenêtres. Mais quand il commence à passer une certaine température, on refroidit directement sur l'eau de nappe, mais au bout de 6 ans, faut qu'on refasse nos puits, quoi. Ils sont déjà bouchés. Et ça, il y a vraiment des zones à Strasbourg. Alors, il y a des différentes raisons. Il y a des endroits, par exemple, en centre-ville, ça marche très bien. Et dès que vous êtes le long de l'île, dès que vous êtes un peu vers l'ouest, au port du Rhin, on a des soucis. Voilà. Donc, il y a des façons d'extraire l'eau, mais même quand on respecte toutes les règles, il y a des endroits où on a des soucis. Donc, j'aurais tendance à dire à Strasbourg, normalement, pour faire du froid, on est quand même bien protégé parce qu'on a la nappe, mais c'est une ressource déjà qui est contrôlée, hein, donc on ne peut pas faire ce qu'on veut. Justement, il y a aussi, peut-être dans les futures années, il y a tellement de captage, de pompage et de rejet qu'il y aura peut-être des évolutions de température qui feront que voilà, on va avoir des interdictions. Mais voilà, au niveau tertiaire, ça se fait déjà beaucoup. Ça se fait dans certaines opérations de logement, il y en a. Et notamment, on va le faire sur la tour émergence qui est de l'autre côté du pont, juste un peu au-dessus. Donc le bâtiment en béton va être refroidi sur nappe. Mais les bâtiments en bois, ils n'auront pas cette chance. Voilà. Donc je pense qu'on a une solution, on est assez d'accord. C'est très bonne performance d'enveloppe, c'est ça le premier. Très bonne protection solaire. Le double flux, pour nous, c'est un plus, effectivement, parce que c'est un vecteur de refroidissement. Mais voilà, il faut l'opération qui accepte de porter du double flux, puisqu'on n'a pas toujours de cahier des charges passifs. Mais quand on a un cahier des charges passifs, ça aide. Et après, le froid, c'est effectivement soit avec un petit peu de froid actif, qui va avoir un impact environnemental, mais très faible, parce qu'on a des petits circuits frigorigènes, et on peut compenser largement cette énergie par du photovoltaïque, puisque maintenant, on va en mettre partout du photovoltaïque. Donc, alors, là, toi, tu parles plutôt de le consommer l'été. Moi, j'aurais peut-être fait fonctionner plutôt en journée pour limiter l'augmentation et profiter de l'électricité en surplus sur les réseaux. Et après, voilà, quand on a la nappe phréatique, c'est magique. Qui marche, enfin, la nappe sans manganèse. Ou alors, il faut trouver une solution pour traiter le manganèse, et pour l'instant, on n'a pas à petite échelle. Ça, c'est des procédés industriels. Quand vous traitez de l'eau potable, oui, il y a des solutions, mais pas pour les installations qu'on a, quoi. Même au niveau des réseaux de chaleur qui sont sur nappe, ils ont aussi des soucis. Et faire du froid avec le chaud du réseau chaud? La technologie existe depuis longtemps. La première
les solutions de pompe à chaleur absorption, c'est la première source pour faire du froid. Avant les machines à compression, on faisait du froid à partir de chaleur. Mais simplement, ça n'a pas de sens économique puisque en fait, il n'y a pas de fabricant, il n'y a pas de chaîne. Mais si demain, on est inondé de pompes à chaleur absorption pas chères, oui, c'est ce qui va se faire. Mais les fabricants de froid, on est inondé de produits asiatiques qui coûtent vraiment pas grand-chose, hein. Vous allez à 500 €, vous avez un climatiseur. Il y a un effet, il y a des milliards de climatiseurs qui sont construits annuellement. Et donc, pour que cette solution à partir de choses soit développée, c'est pas demain la veille. Mais voilà, physiquement, technologiquement, il n'y a pas de raison que ça marche pas. C'était sur justement la question du froid, de la distribution collective, parce que c'est exactement ça un des sujets. C'est-à-dire aujourd'hui, les réseaux de chaleur, ils se développent au travers de délégations de services publics et donc avec des modèles économiques. Et pour que finalement on puisse vendre du froid en été et que ce soit compétitif, c'est-à-dire qu'il y ait des gens qui aient envie de se raccorder, il faudrait qu'on ait de la chaleur qui soit presque moins que gratuite en été pour qu'elle soit convertie en froid et que le coût final pour l'usager qui l'achète soit effectivement au niveau de ce que quelqu'un attend quand il va chercher du froid en fait. Et ça, c'est aussi un des sujets. Et c'est pour ça que quand on disait tout à l'heure sur le pays urbain, si on travaille différemment, on pourra peut-être proposer des solutions plutôt couplées. Mais sur nos réseaux de chaleur aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué pour ces réseaux urbains notamment. En tout cas, le modèle de boucle tempérée sur nappe, pour nous, c'est un vrai modèle, hein, notamment parce que ça va permettre justement de se boucler, d'avoir des pompes à chaleur pour faire la chaleur ou du refroidissement. Donc à Grenoble, c'était ça, hein. Il y a un captage centralisé, non, il y a un captage individuel et des exors, enfin un rejet commun. Sur Archipel, il y a aussi ce principe de boucle d'eau. La problématique, voilà, c'est la chimie de l'eau, quoi. Voilà. Mais si on résout les problèmes de chimie de l'eau à Strasbourg, on peut vraiment créer des boucles indépendantes sans forcément avoir de la chaleur. Et il y a des exemples de boucles d'eau géothermiques, hein. Donc on va faire des sondes enterrées en grande profondeur, et c'est de l'eau glycolée qui va circuler, et chacun va avoir sa pompe à chaleur individuelle. Donc au lieu de distribuer de la chaleur, on distribue une chaleur du sol ou de la fraîcheur du sol, quoi. Donc ça, c'est un modèle qui va être plutôt utilisé dans les zones décentralisées, enfin à faible densité, donc des zones périurbaines. Mais il faut qu'on puisse faire de la géothermie de basse profondeur. Ouais. Monsieur Le Bannier, vous m'entendez? Oui. Monsieur Le Bannier? Oui. Ah, parfait. Quand vous entendez la discussion et quand vous voyez les premiers lots de REI, qu'est-ce que vous pensez que ça va bien se comporter? Je vous pose la même question. Moi, je suis plutôt en phase avec ce que viennent de dire mes confrères, et puis je confirme, je l'ai pas montré dans la présentation, mais c'est vrai que faire des bâtiments passifs à eau, c'est des bâtiments très bien protégés qui subissent moins la chaleur, clairement, mais ça reste la marche est haute pour généraliser ça. L'acceptation, le coût, parce que souvent il y a un manque de compétences pour construire Passive House pas très cher. Et le seul bémol à ça, c'est le label Passive House dans les mains de Solaris Bowen ou Terra Energy. Je suis persuadé que c'est confortable. Je le trouve pas très exigeant en termes de confort d'été. Je le trouve pas forcément suffisant. Et tout l'enjeu, c'est le comportement de l'occupant aussi. Mais ça, c'est vrai pour beaucoup de solutions, beaucoup de cas. Si on a un occupant qui ouvre pas ses fenêtres au bon moment, ferme pas ses volets au bon moment, on conserve des bâtiments qui sont sensibles. Et pour le bâtiment d'REI, je connais pas de bâtiment, mais ils ajouteront des brasseurs d'air. Je sais pas s'il y a du bruit autour, mais s'il n'y a pas de bruit autour, ça ira avec des brasseurs d'air. C'est plutôt quand même. C'est pas okay. Parfait. Au bord de l'autoroute. Hein. Pour moi, l'enjeu, c'est effectivement les moustiquaires. C'est comment laisser les fenêtres ouvertes de manière agréable. Et ça, pareil, les moustiquaires sont pas prévus. Mais personnellement, c'est ça dont je rêve aussi chez moi, quoi, des moustiquaires. C'est bien, hein, moustiquaire. Monsieur Le Bannier, faut-il
dans les projets que vous suivez, est-ce que vous prévoyez les locaux et les systèmes en attente? En tout cas, ou la place pour l'installer? Non, on le propose, mais on n'a pas eu l'occasion de le faire, à proprement dit. C'est vrai que cette idée-là que j'ai présentée à la fin, elle peut paraître, attractive. C'est pas non plus simple pour être tout à fait franc. Il faut des émetteurs basse température, qui soient, convertibles. Les conduites qui alimentent ces émetteurs, faudra les isoler, parce que si on les alimente en froid, il faut prévoir de l'espace pour faire du froid, plus tard. Mais, déjà, si on a des émetteurs basse température, ce sera plus simple. Et ça, prévoir dans le PLU? Non, ça marche pas. Au moins parce qu'en fait, là, on se retrouve avec un bâtiment qui est sans double flux, sans sol qui peut faire du froid ou du chaud. En fait, je ne crois pas qu'on fait de prescription vraiment technique aussi précise dans le PLU. En fait, on arrive à faire des choses comme imposer le raccordement au réseau de chaleur, hein. C'est quelque chose qui existe dans le PLU de Strasbourg depuis un certain temps, mais bon, aujourd'hui qui est renforcé parce que la réglementation a de toute façon évolué dans ce sens-là. Ensuite, sur les zones où il y a des problèmes de qualité de l'air, on impose aussi, par exemple, les ventilations double flux. Alors, est-ce que demain... Enfin voilà, on ira vers ça. En tout cas, aujourd'hui, on n'est pas sur une logique où on va imposer des solutions techniques, sauf dans des cas vraiment particuliers, comme je viens de décrire. Après, enfin voilà, je sais pas comment on évoluera dans la suite. Et encore une fois, aujourd'hui, on peut pas vraiment dire que le PLU il a réfléchi en termes d'adaptation au changement climatique, c'est-à-dire on n'est pas encore dans cette logique-là. Enfin, même le plan climat lui-même, il a besoin d'être poussé en fait sur ces sujets. Donc, enfin, je suis désolée, c'est d'une certaine manière peut-être un peu décevant, mais en fait, oui, on y travaille et dans les 10 ans qui viennent, je pense qu'il y a des choses qui vont changer, qui vont peut-être changer sur les approches qu'on a aujourd'hui et la capacité aussi de nos politiques ensuite à les porter politiquement, parce qu'en fait, c'est aussi ça. Quand on porte un PLU, il faut aller chercher finalement l'adhésion au niveau de chacune des communes avec tout ce que ça comporte ensuite comme contrainte pour les opérateurs, pour la capacité de construire du logement ou de construire de l'activité. Et donc tout ça, c'est des jeux d'équilibre. Mais voilà. J'imagine. Est-ce que, en fait, là, il y a différents types, Vincent. Est-ce que tu peux prendre le micro? En fait, il y a du logement social, il y a de l'acquisition, il y a de l'habitat participatif. Comment il faut prévoir de l'entretien admettons qu'on met les ventilateurs, les brasseurs d'air, pardon. Comment il faut prévoir l'entretien de ça? Les brasseurs d'air, c'est pas le pire, parce que c'est quand même assez simple. Si c'est pas utilisé 8000 heures par an, c'est-à-dire tout le temps, ça devrait. S'il y a peu d'entretien. Ouais, je dirais pas qu'il n'y en a pas, il n'y a rien qui n'a pas d'entretien, mais il y en a relativement peu. C'est une solution finalement qui est assez simple et qui est peut-être en fait la seule pour les bâtiments qui n'ont pas de double flux. Justement, si on va leur mettre une petite louche, parce que effectivement, même si c'est la solution de rafraîchissement n'est pas installée tout de suite, le fait d'avoir une double flux centralisée permet de traiter en centralisé sans régulation terminale. En fait, la différence ou ce qui est ajouté après, c'est quelques milliers d'euros. C'est ce petit groupe froid quoi, qui vient tout changer. Quoi. Moi, j'en suis assez convaincu que ça permet de maîtriser économiquement, parce qu'on a vu toutes les autres solutions. Hein. Je passais avec des chapes activées, enfin des planchers chauffants systématiques. On parle de 3 à 5 000 euros par logement. Alors, je dirais pas que c'est 3 à 5 000 euros pour un collectif avec la détente directe, mais pas très loin quand on le fait à l'origine. Parce que c'est qu'une petite machine qui est mise avec la double flux. Donc, moi, j'ai tendance à penser que c'est une bonne solution. Sur nappe, si on a la nappe, si on a accès, si on a une pompe à chaleur en plus, et ainsi de suite, c'est évident de faire du cooling. Sur nappe, nous, on n'en fait pas tant que ça parce qu'on ne fait pas tant d'opérations de logement sur Strasbourg. Par contre, on fait pas mal de sondes sèches ou de sondes les pieds dans l'eau. C'est des sondes en fait, mais qui échangent pas. Elles sont coulées, elles sont dans la nappe alluviale d'une rivière qui est réputée être trop sale pour faire de l'aquathermie. Et ça marche aussi très très bien. On fait un peu plus de place, hein, c'est évident. Camille, faut-il labelliser le confort d'été? Alors, il y a déjà dans l'Euro 2020 un moteur de calcul qui a évolué sur
qui prend en compte, de manière imparfaite, mais qui prend en compte un peu le confort d'été. Donc, on a un indicateur commun qui parle à tout le monde. Moi je suis pas un grand fan des labels, hein, parce que souvent, ça devient une usine à gaz. Et le temps que, en fait, dans l'historique des labels, il n'y a pas beaucoup de labels qui ont tenu plus de 5 ans. Donc, souvent, vous annoncez quelque chose et 5 ans après, bah, on met, quand les opérations sont livrées avec une labellisation, 5 ans après, enfin, à la livraison, en fait, le label ne veut plus rien dire. Il est même plus, des fois, encore commercialisé, où il n'y a plus de communication dessus. Donc moi, je suis pas un grand fan de ça. Par contre, je pense qu'il y a, voilà, par des solutions simples, enfin voilà, si on veut une évaluation, la RE 2020, ça veut pas dire que le bâtiment sera confortable, mais il y a déjà une petite indication sur ce qui va se passer. Si le calcul et modélisation est correctement fait, par exemple en PHPP, bah voilà, dans le moteur donc c'est un tableur simple Excel, mais on voit déjà la tendance un peu du bâtiment en termes de comportement. Donc moi je pense qu'on a assez d'informations, puis même l'expérience, hein, vous nous demandez si ça va bien se passer un bâtiment, il n'y a pas besoin d'avoir fait Saint-Cyr pour voir si ça va bien se passer ou pas, quoi. Donc quand on livre par exemple des logements avec des combles, des rampants pas très bien isolés, où il n'y a pas d'étanchéité à l'air, il n'y a pas de protection solaire, bah, il n'y a pas besoin d'avoir fait Saint-Cyr pour savoir que ça va mal se passer. Et voilà, donc moi je pense pas qu'il faille le faire, parce que le propre du label, ça va être créer plein de textes, des sous-textes pour faire une usine à gaz, pour que tout le monde arrive à passer et à justifier sans faire grand-chose, quoi. Bien. Oh, Bertrand. Ouais. C'est Bertrand là derrière. Bertrand Chauvet, Agence Qualité Construction. 2 éléments. Un, je voulais vous raconter ma vie et vous dire que j'ai installé 3 brasseurs d'air chez moi ce week-end. Je confirme que c'est extrêmement efficace, ça fonctionne bien. Si ce n'est que, alors d'abord, il y a un petit peu d'électricité à faire. On arrive à le faire, à vrai dire, c'est pas la peine de faire évoluer énormément les bâtiments. Ça se brancherait bien sur un plafonnier. Dès lors qu'on a un boîtier d'aisselle, ça fonctionne très bien. Par contre, il y a quelque chose qui, à mon sens, est surdéterminant dans l'efficacité réelle du mécanisme, c'est la hauteur de plafond. Et ça, on ne l'a pas du tout évoqué. Un brasseur d'air qui fonctionne bien, c'est 40 cm d'espace entre les pales et le plafond, et c'est normalement 2,10 m d'espace entre les pales et le sol pour des questions de sécurité. Donc avec le plafond pour des questions d'efficacité, sinon on a des turbulences, avec le sol pour des questions de sécurité. Donc ça signifie qu'en pratique, chez moi, j'ai pu faire une installation optimale que dans la chambre de ma fille qui fait 1,5 m. Je pense que c'est vraiment important parce qu'il y a beaucoup d'appartements dans lesquels je n'ai pas un plafond particulièrement bas chez moi. Je pense qu'il y a beaucoup d'appartements dans lesquels ça devient réellement problématique. Le second élément que je voulais traiter, puis je pense que ça renvoie aussi au second atelier qu'on a eu ce matin sur la manière qu'on a de faire société dans un quartier, sur la manière qu'on a d'animer un quartier ou pas. Je ne pense pas très sincèrement que face au dérèglement climatique, donc on parle du confort d'été aujourd'hui, mais on pourrait parler aussi bien du risque d'inondation, je ne pense pas qu'on arrivera à traiter les choses de manière individuelle, très sincèrement. Pour plein de raisons organisationnelles, pour des questions de richesse, je ne pense pas qu'on va vers un enrichissement de nos sociétés. Donc je trouverais important qu'on envisage également du côté des collectivités territoriales, mais du côté professionnel, et je sais que Vincent, tu partages cette préoccupation, le rôle des équipements collectifs, des équipements publics, comme lieu de refuge, comme lieu d'asile en cas d'événements majeurs. Donc encore une fois, qu'il s'agisse d'une vague de chaleur extrêmement importante, mais ça peut également être en cas d'inondation. Voilà, qu'on anticipe les choses de manière à ne pas penser les choses uniquement de manière individuelle. Ça ne fonctionnera pas, à mon avis, pour des questions techniques, pour des questions de richesse, et puis pour des questions organisationnelles, on aura toujours des personnes qui ne seront pas en mesure de se débrouiller toutes seules. C'est déjà des choses sur lesquelles on travaille, en fait, mais effectivement, plutôt dans le volet, on va dire, résilience et adaptation au risque, comme vous le dites. Et il y a déjà des cartes, en fait, qui sont proposées, des lieux où on peut être, des lieux publics qui sont rafraîchis l'été, en l'occurrence. Et effectivement, il y a au rang de cela les médiathèques, par exemple, un certain nombre de choses. Et ça, effectivement, ça fait partie des travaux, mais plutôt sur la partie résilience et pas sur la technique réseau de chaleur. Il faut mettre le SUAPS, le nouveau bâtiment du SUAPS en théorie dessus dès qu'il est prêt.
Alors, je pense quand même qu'au niveau de la vie, il y a une petite discussion là-dessus parce que nous, on a livré une médiathèque voilà, il y a quelques mois ou quelques années et on a refroidi justement pour cette question de tiers-lieu, rafraîchi un lieu d'accueil du public qui permet de se réfugier. Hein. Sinon, c'est les centres commerciaux ou les cinémas, donc des lieux privés. Et on a une opération publique récemment où on a eu quand même des discussions parce qu'on nous disait bah, maintenant, à la ville, on refroidit plus. Et là, finalement, on a abouti là-dessus parce qu'on a fait beaucoup de simulations, beaucoup de modélisation pour dire, voilà, on peut faire de la ventilation naturelle, voilà tout ce qu'on peut faire, mais à un moment, voilà, c'est une vraie canicule, voilà, l'accueil du public, voilà. Donc finalement, on a refroidi, mais c'était un grand débat en interne dans les services parce qu'il y avait vraiment la notion de le refroidissement, c'est mal. En fait, effectivement, les choses évoluent. Hein. Enfin, moi, j'étais à la direction de l'architecture pendant très longtemps. Et effectivement, pendant très longtemps, et pour des questions de consommation d'énergie, en fait, la politique, c'était bien de ne pas refroidir. Et je pense que cette politique, on continue à la tenir. Aujourd'hui, on rentre dans d'autres logiques, en fait. Et effectivement, je ne doute pas qu'on a toujours nos paradoxes parce qu'on ne va pas pouvoir passer on ne refroidit aucun bâtiment à on refroidit tous les bâtiments. Et on a vraiment besoin de travailler aussi sur enfin, qu'est-ce que c'est, quels sont les lieux les plus adaptés? Parce que si on est justement dans cette logique que vous décrivez, qui est exactement celle-là, c'est-à-dire comment on protège les plus vulnérables, enfin voilà, parce qu'on a aussi des lieux de petite enfance, enfin, où il y a des personnes âgées, etc. Et par ailleurs, enfin, c'est les plus vulnérables de façon générale, quels sont les lieux qui seront ouverts au public de façon la plus large possible. Mais je suis d'accord qu'on n'est pas au bout. Hein. Sujet dans la petite enfance, on a le sujet aussi dans les écoles. Donc, en fait, si on se dit, on va pas climatiser, mais si on a tout fait, protection solaire, enfin, on a tout fait et qu'on sait qu'on va avoir quelques heures dans l'année inconfortables, en fait, c'est juste pour l'instant, c'est un niet absolu, le refroidissement, alors que je pense que ça va devoir évoluer dans les prochaines années. Continue de faire fonctionner les écoles quand il fait 45 degrés. Enfin, je pense que vraiment, il y a aussi il y a vraiment un sujet de fond. Et la solution, c'est pas forcément qu'on rafraîchira tout. Et enfin, je partage hein, qu'il doit y avoir un débat et qu'on doit, en tout cas, prendre bien. J'ai précisé, il y a quand même. Il marche encore? Ouais. Il y a plusieurs points en fait. Il y a un sujet où des fois on ne parle pas de la même chose. C'est la climatisation version agence bancaire, tertiaire classique, 1 ou 2 kilowatts dans chaque bureau, bien brutal, où on a 50, 100 watts par mètre carré de puissance installée. Là, tout ce qu'on vient d'évoquer, ça n'a jamais dépassé 5 watts par mètre carré. C'est la même façon de dire que dans un bâtiment passif, il n'y a pas de chauffage. Bah, c'est faux. Il y a 10 watts par mètre carré de puissance installée. Ouais. Oui, bon, allez. C'est allez, entre 5 et 30. Mais en tout cas, c'est pas 100. Voilà. Donc, il faudrait peut-être plus dire climatisé. Parce qu'effectivement, autant à un moment, le chauffage, quand on avait 150, 200 watts par mètre carré de chauffage sur des bâtiments absolument pas isolés, jamais personne n'a dit on va arrêter le chauffage. Voilà. Voilà. Et donc, oui, mais bien sûr. Oui, mais aujourd'hui, par rapport et autre aspect, et là j'insiste, on raisonne aujourd'hui sur l'état actuel du changement climatique, l'état actuel des années qu'on a. On peut se permettre, en serrant un peu les dents sur certains programmes, de se dire pas de rafraîchissement. Du coup, je suis écolo. Je pousse un peu. Hein. Mais après, on va avoir les installations sauvages de clim. Et en fait, aujourd'hui, nous, on se dit quand on livre un tertiaire, vaut mieux avoir mis une détente directe dans la double flux en disant c'est ça le système de rafraîchissement et c'est très limité, donc il faut être sobre, il faut être efficace, il faut fermer les protections et ainsi de suite, mais vous serez confortable, plutôt que de dire on a mis la grosse patate, le système double en fait. Le système de clim, c'est un système double par rapport au chauffage. Il fait la même chose mais dans l'autre sens. Donc aussi con que le chauffage mais dans l'autre sens. Et donc avec des consommations en plus qui n'existaient pas aujourd'hui. Ça, je suis complètement d'accord. Mais si on se projette dans les usages, je pense qu'il y a quand même un certain nombre de cas où il vaut mieux mettre un système de rafraîchissement bien maîtrisé, adiabatique, sur sol ou détente directe, plutôt que de dire pas de froid, le froid c'est mal. Voilà. C'est vraiment une question d'approche, je pense, stratégique. Et juste revenir sur les périodes d'ouverture. En fait, actuellement, on a des périodes d'ouverture qui s'arrêtent au mois de juin, au tout début juillet. Il y a quelques années, au niveau de notre président de la République a annoncé qu'il voulait réduire les vacances scolaires l'été et donc ouvrir, peut-être s'arrêter au 15 juillet, rouvrir le 15 août, comme ce qui se fait en Allemagne ou en Suisse.
Et voilà, par exemple, à Marseille, ils ont déjà le sujet où tout le mois de juin, les écoles ne sont pas adaptées. Donc, c'est simplement que les décisions qu'on prend sur des opérations actuelles, le cycle de renouvellement des opérations, voilà, une école, on ne va pas y toucher pendant 15 ou 20 ans. En fait, les choses qu'on se pose maintenant, les conséquences, on doit anticiper ce qui va se passer. Donc, la réversibilité, le fait de pouvoir par la suite refroidir, moi, je pense que c'est vraiment la solution à mettre dans les cahiers des charges et à imposer, quoi. Oh, pardon. C'est la question sur la double flux, Vincent, parce que du coup, dans le logement, on en met quand même extrêmement peu. Et aussi d'ailleurs pour des raisons de gestion derrière, parce que c'est très compliqué à gérer derrière. En tertiaire, on a des gens qui gèrent du patrimoine tertiaire et ils sont capables de le faire. Mais dans les logements, c'est moins vrai. Alors, il y a certains bailleurs sociaux. On a vu d'ailleurs, il y a le Toit Vosgien là, a livré un bâtiment à Saint-Dié à un collectif bois avec de la double flux. Mais il a embauché une équipe en interne qui est capable derrière de faire la gestion qui va avec. Donc, par exemple, REI Habitat est plus dans la pièce, mais s'il l'était encore, on pourrait lui poser la question. Un promoteur immobilier qui fait de la double flux derrière, comment ce sera géré derrière? Mais en fait, là, le PLU, depuis la version M3, en fait, vous imposez le double flux avec les solutions où, là où on est sur tous les bâtiments avec des façades en zone polluée, on refait du logement avec du double flux puisqu'on n'a pas le droit de d'avoir les prises d'air sur les zones polluées. Et donc là, on a de plus en plus d'opérations. On va faire du double flux. C'est pas la thermique, c'est pas le confort d'été, c'est la qualité de l'air. Donc voilà. Donc là, nous, on en a fait plusieurs sous ce biais-là, quoi. On a fait récemment un retour d'expérience justement sur la M3 et on voit bien que quand des dispositions comme ça sont posées, en fait derrière on a une adaptation en fait des opérateurs et enfin alors je sais plus Hugo, je parle sous ton contrôle en fait où on avait quand même des gens qui ont témoigné que finalement il y avait des entreprises qui s'étaient aussi montées en compétences sur la capacité à entretenir ces installations et finalement l'habitude aussi qu'on prend de les avoir plus en nombre. Juste en un mot, hein. Là, sur la double flux, c'est la simple flux, c'est le truc qu'on met à la fin dans les logements. On tire les réseaux, on met un moteur, on tire la pression qu'il faut, ça finira par ventiler. On fait la même chose en double flux, ça fonctionne pas. La double flux, elle doit être intégrée dès le début. À part qu'elle doit être intégrée dès le début, double flux centralisé. Alors, par abus de langage, en fait, on a toujours parlé tous que de systèmes centralisés en collectif, pas chacun sa petite machine et ainsi de suite. Alors là, économiquement, on est sur une autre planète, et même un entretien pour un bailleur, parce qu'après, il faut rentrer chez les locataires. Et ça, les bailleurs, pour plein de bonnes raisons, ils veulent pas. Et c'est pas réaliste. En tout cas, c'est pas réaliste de le systématiser. Et alors, j'allais rectifier sur le Toit Vosgien, c'est 100% des opérations sont en double flux depuis une vingtaine d'années. Donc, c'est pas juste une opération comme ça. Après, à partir du moment où on est centralisé, qu'il n'y a rien d'actif dans les logements, tout est absolument passif. Enfin, passif. Il n'y a pas de système. Voilà. L'entretien, c'est 2 filtres dans le local technique en bas. Donc, là où la simple flux est quand même souvent, quand on a fait de l'audit, y compris chez les bailleurs, jamais entretenu. C'est pas que c'est plus difficile. On parle de rien à changer 2 filtres. Je suis d'accord, c'est un grand pas. Mais au moins, on se pose les bonnes questions, quoi. J'avais une question sur les scénarios que vous avez étudiés dans le confort d'été pour la partie bâtiment mob avec laine de bois ou laine de verre. On entend du coup, au niveau de la paroi seule, on voit qu'il y a potentiellement un déphasage de 5 ou 10 heures avec un isolant biosourcé ou lourd, type laine de roche rigide, laine de bois, laine autre. Et est-ce que c'est pourquoi c'est si peu représentatif pour le confort d'été? Est-ce que c'est parce que c'est trop faible par rapport aux besoins internes, enfin aux apports internes plutôt, pas aux besoins? Monsieur Le Bannier voudrait répondre. Ouais. Oui. Effectivement, quand on met un isolant un peu plus lourd, on augmente le déphasage, c'est-à-dire que c'est le temps de pénétration de l'onde de chaleur de l'extérieur vers l'intérieur. On déphase, mais on déphase pas grand-chose.
parce qu'il rentre pas grand-chose dans une paroi opaque. Voilà. Et c'est vrai que souvent, cette annonce d'un déphasage de 8 heures, on se dit, bah, super, on est protégé, mais c'est vraiment pas la première source de chaleur. Et moi, j'ai véhiculé cette information aussi parce qu'elle était dans les bouquins d'architecture bioclimatique de Jean-Pierre Oliva depuis 15 ans. Et en fait, par la modélisation, on voit très bien que le poids de l'isolant, même si on en met un peu plus lourd, a peu d'impact. En fait, simplement, à partir du moment où on a des parois correctement isolées, elles sont de plus en plus isolées, hein. Quand vous avez un R de 8, 10, il n'y a rien qui passe à travers, que ce soit du chaud et du froid. Donc, qu'on déphase rien ou voilà, on déphase rien du tout en fait. Donc, voilà, effectivement, c'est un vrai sujet. On pense sauver des bâtiments par ces éléments. C'est pas ces éléments qui sauvent le bâtiment. Ils ont un cercle beaucoup plus vertueux en termes d'ACV, de cycle global, mais c'est pas un argument réel en termes de thermique, quoi. Est-ce que ça peut être un argument pour la rénovation quand tu peux ne pas mettre 30 cm? Même à 10 cm d'isolant, on voit pas grand-chose comme écart. Non. Bonjour, Mathieu Niconi, SPL de Rive. Alors, je me fais un peu le relais des REI, là, qui n'est plus là, mais pour parler un peu brasseur d'air, double flux, il faut savoir que c'est quand même un promoteur qui est assez volontariste et s'il avait pu faire, il aurait pu tout faire. Mais je pense qu'il y a une question de coût qu'on oublie quand même un petit peu ici. Je pense qu'on aimerait tous construire en passif avec des doubles flux. Camille en a parlé, il en vient de partir, mais aujourd'hui, en effet, on fait déjà des doubles flux sur les routes qui sont polluées. On voit que c'est des problèmes quand même pour les bailleurs, parce qu'on a le système, on a les faux plafonds, on a les hauteurs de bâtiments. Et aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas non plus un modèle à repenser? Parce que est-ce qu'on va tous pouvoir construire en passif avec des doubles flux, avec des prix qui sont acceptables, où tout le monde peut aujourd'hui acheter ses logements? Parce qu'on voit aujourd'hui qu'on n'y arrive plus. Et REI on pourrait en témoigner. Aujourd'hui, construire en bois avec des doubles flux et en passif, à combien on sort au prix et à combien on arrive à acheter ces logements? J'ai pas la réponse, mais je voulais juste reposer la question un peu différemment. Si on remet dedans le contexte changement climatique, nuit tropicale, dérive de température, avec les scénarios spécifiques Alsace là, qui ont été vus, et maîtrise de tous ces risques-là. Voilà. Si on remet ça dans l'équation, simplement l'approche passive avec le vecteur de la double flux, c'est une des solutions qui fait que la bascule vers le rafraîchissement et la maîtrise du confort d'été est beaucoup plus facile. Mais c'est sûr qu'en dehors de ça, ce sera toujours plus cher que de pas en mettre. Maintenant, dans les autres types de bâtiments, qu'est-ce qu'on a comme solution d'adaptation et de solution de rafraîchissement quand on n'a pas de vecteur basse température et qu'on n'a pas une protection, on va dire, aussi bonne? Voilà, c'est un peu à mettre dans la balance. En gros, c'est qu'est-ce qu'on fait, quoi. Oui, et qu'est-ce qu'on fait? Et en sachant que même aujourd'hui, dans les températures qu'on a maintenant, il y a des publics qui supportent pas. Les personnes âgées, les malades, les enfants, ils supportent pas les bâtiments qu'on a déjà maintenant. Et puis, juste pour finir, là, on se pose la question sur les bâtiments neufs, c'est-à-dire ceux qu'on construit pour longtemps où on a une possibilité aujourd'hui de les concevoir avec la connaissance de ce qui est en train de se passer. Il reste tout le reste du parc sur lequel alors on essaye de remettre de la double flux, hein, mais c'est un sport, quoi. Voilà. Là où en neuf, c'est de l'anticipation et un petit peu plus d'investissement. En réno, c'est du sport. Voilà. Donc on peut pratiquer le sport aussi. Mais ce que je veux dire, déjà, si on fait l'impasse sur le neuf, c'est questionnant sur ce qu'on va pouvoir faire sur tout le reste, quoi. Oui, ça marche là. J'avais une question là. Bon. Oui, vous vous présentez? Yves Haus, Alter Alsace Énergie. Ancien climatologue, donc je comprenais. Disons les scénarios, j'en profite pour dire les scénarios d'ici 50 ans. Les scénarios d'ici 50 ans, c'est quand même 4 degrés. Hein, c'est plus que 4 degrés en Alsace. Hein. C'est pour clairement le dire. Hein, il n'y a pas de. Et les scénarios Météo France que Météo France il a fait il y a quelques années, c'est d'anciens scénarios. Hein, ça ne tient plus. C'est-à-dire, ils sont le 1,5 degré, c'est grosso modo. Tout le monde l'a abandonné. Hein. Il faut quand même que ce soit clair. D'ailleurs, les scientifiques et les climatologues, ce n'est pas eux qui ont proposé le 1,5 degré. Ils n'y ont jamais cru. Hein. Ils n'y croient même pas, les climatologues, les scientifiques. Déjà, il y a 20 ans, ils ne croyaient même pas aux 2 degrés que c'était possible. C'est juste pour rappeler que le climat, ça va chauffer, quoi.
Mais en fait, je voudrais intervenir pour beaucoup plus concret là, sur le projet. C'est quand même un projet qui est entouré. Déjà, Strasbourg, c'est une ville d'eau. C'est un projet qui est entouré partout avec de l'eau. Quelque part, moi, personnellement, comme ça, j'aurais énormément de problèmes à comprendre qu'on n'utilise pas cette eau pour rafraîchir. On est dans le rafraîchissement. C'est-à-dire, et qu'on laisserait cette possibilité de rafraîchissement par la nappe qu'au tertiaire, quoi. Tertiaire, c'est quoi? C'est 35 heures. On y passe 35 heures au tertiaire. Pourquoi le tertiaire, il aurait toujours des solutions efficaces, localement efficaces, parce qu'on a cette chance de la nappe, alors que c'est que 35 heures, on y passe, et en plus, avec le télétravail, c'est plus que la moitié, quoi, hein. Alors que chez soi, on passe énormément de temps, et je pense qu'on a le droit de revendiquer qu'on investisse plus pour son confort chez soi que pour son confort au boulot, quoi. D'ailleurs, je milite aussi, je vous dis ça au passage, je milite aussi à long terme, pour 20 ans, 30 ans, 40 ans, à qu'on enterre toutes les industries. Pourquoi la collectivité, elle investirait énormément pour des robots, ça devient de plus en plus des robots, elle investirait énormément pour des serveurs de données, il n'y a plus personne dans l'industrie, tout se robotise à terme. Donc, il faudrait aussi lancer peut-être des projets pilotes où on commence à enterrer des industries pour avoir de la place pour de l'urbanisme pour l'humain et pour investir dans l'humain et plus dans des parcs pour des entreprises. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je suis plus compétent là. Mais je... Sinon, je ne vais pas répondre, je vais poser la question. Bon, en tout cas, la seule chose que je peux dire, je confirme, le climat est déjà réchauffé de 2 degrés à Strasbourg. On a déjà passé les 2 degrés. Donc Muriel Ten de l'Agence du climat. Moi, j'avais une question par rapport à la circulation de l'air au sein du quartier. Est-ce que ça a été pris en compte? Parce qu'en Allemagne, souvent, ils font des analyses climatiques à l'échelle de la ville pour voir exactement comment circule l'air, quels sont les, je sais pas, les axes de circulation d'air frais à garder et puis pas construire en plein milieu. Et aussi permettre voilà, l'air frais qui est acheminé par les canaux, par les rivières, d'aller que ça chemine bien dans le quartier. Je voulais juste compléter, puis après, je crois que Mathieu pourra. Non, je voulais juste compléter la question, parce que vous avez évoqué à l'échelle du bâtiment, c'est normal, c'est votre métier, le premier. Mais effectivement, à l'échelle du bâtiment, comment on fait pour lutter contre l'îlot de chaleur urbain? Mais en même temps, l'enjeu, c'est aussi d'éviter que l'îlot de chaleur urbain se forme. Et donc, c'est aussi le bioclimatisme du quartier, la trame hydraulique, la végétalisation. Et du coup, ma question, c'était un peu, selon vous, on a 3 leviers. Vous l'avez évoqué, la pratique des usagers, la conception du bâtiment et la conception du quartier. Et donc, quelle est la part, quel est le levier quels sont les leviers décisifs? En tout cas, moi, là la forme sur Citadelle, le fait d'avoir des logements avec des façades principales nord-sud, pour moi, c'est le plus favorable. C'est là où on reçoit moins d'énergie solaire en été. Le sud reçoit moins d'énergie que ses orientations est et ouest. Et donc, à part les pignons qui auront un peu plus d'énergie, les façades sud, tous les logements disposent de logements avec des façades sud et nord. Clairement, pour moi, c'est parfait. Par contre, si on regarde en termes de circulation d'air, en fait, les vents dominants, alors j'ai révisé hier, j'ai vu une simulation sur l'échelle du quartier. Alors, simulation de vent, ça vaut toujours ça dépend des paramètres de vent, donc ça dépend de la période où on est. À Strasbourg, on n'est pas dans la région la plus venteuse de France, donc les vents dominants, souvent en été, il n'y en a pas. Mais si on regarde statistiquement, les vents sont plutôt nord-sud à cet endroit-là. Et nos bars, en étant aussi avec des façades principales nord-sud, s'opposent à la circulation d'air. Donc on a une circulation d'air importante
sur les mailles principaux, là où il n'y a pas d'obstacles. Mais là où il y a les logements, il y a des obstacles successifs. Donc, c'est les différents bâtiments avec certaines failles qui vont accélérer l'air. Et dans les logements, l'air qui va passer, si vous avez un logement traversant que vous ouvrez des deux côtés, forcément, il y a un peu d'air qui va passer. Mais vous aurez aussi un frein qui aurait été fait par le bâtiment qui est derrière, quoi. Donc, les vents dominants, oui, sur les cartes en vecteur vitesse avec des belles couleurs, c'est toujours intéressant, mais dans la réalité, voilà, à part l'esplanade où on est au dernier niveau où il y a beaucoup de vent, en bas de l'esplanade, il n'y a pas beaucoup de vent. Il y a une étude qui a été faite par le BET Tribu. Suite à ça, ça a été un peu différemment agencé. Il y a un axe qui a été ajouté, qui prend, d'ailleurs, c'est un axe dans ce vent que les peu de vent qu'il y en a. Mais à vrai dire, c'est vrai, il n'y a pas de vent ici. C'est pas génial en été. Vous lui parlez. Oui, Katharina, c'est ce que je voulais rajouter. En effet, il y a le bureau d'études Tribu qui a travaillé sur le plan guide de Citadelle et qui a permis de pouvoir travailler sur ce confort bioclimatique, comme on l'appelle. Et je rebondis sur ce que disait Camille. Tous les appartements, normalement, dans la ZAC de Rive, sont ou traversant, soit ou à double orientation pour permettre aussi cette ventilation. On pense que sur le confort, c'est aussi quelque chose d'important d'avoir des appartements qu'on peut ventiler et qui ne sont pas en mono-exposition. Est-ce que vous avez chaud comme moi? Est-ce qu'on clôture cette magnifique table ronde? Et avec ça, presque la journée. Je vous remercie beaucoup à vous trois et vous quatre. Merci, Monsieur Lebanier. Ça a été très intéressant. Je pense qu'on va faire court. On vient de déposer le dossier de candidature il y a quelques semaines. Voilà, donc on attend de savoir quel sera le montant financier avec lequel on pourra être accompagné par France 2030 pour la suite. Je pense que c'est parce qu'on a plus parlé aujourd'hui de la phase d'incubation que de ce qu'on va faire derrière, hein. Mais c'est important peut-être de vous dire que, vous l'avez vu, il n'y a pas que des aspects autour de la construction ou de l'opération d'aménagement, puisqu'on cherche aussi à regarder comment est-ce qu'on va pouvoir accompagner les habitants. On cherche aussi à voir comment on va pouvoir former des entreprises, sensibiliser les habitants à différents sujets, comment est-ce qu'on va travailler autour de la recherche participative. Bon, en tout cas, on explore des nouveaux champs qu'on n'explore pas d'habitude dans des projets d'aménagement. Et aujourd'hui, on ne sait pas dire quels seront vraiment les impacts de tout ça. Sans doute qu'on reviendra vers vous dans quelques années pour vous faire état de comment ces sujets-là ont avancé, quels sont les freins qu'on a rencontrés, comment est-ce qu'on a réussi à les lever ou pas. L'opération est complexe. Maintenant, c'est la SPL de Rive qui porte la phase de réalisation du projet. C'est avec l'appui de la collectivité, c'est pas un projet simple. En tout cas, il est très enthousiasmant. Vous avez pu vous en rendre compte, je pense, pendant la journée à travers les différents sujets qu'on a pu explorer. Je pense que on a fait du mieux. Je pense que collectivement de ce qu'on pouvait faire. Suivez-nous sur les réseaux. Et je vous souhaite une magnifique soirée, j'espère pas trop chaude. Merci beaucoup d'être venus.